Bonsoir à tous. Donc, on est super heureux de vous recevoir donc dans le cadre justement de cette conférence avec Nats et du coup Sébastien, qui est un entrepreneur dont l'entreprise qu'il a créée s'appelle PME Partner, si je dis pas de bêtises, si je le dis correctement, C'est bien et ça. qui fait de la gestion d'entreprise. Donc, Sébastien, ce soir, il va nous parler un peu de son parcours, notamment dans l'entrepreneuriat, les difficultés, etc. Bien déblayer tout ce qu'il a pu faire au cours de sa carrière. Mais il va aussi nous parler de son investissement au sein de Neoma Alumni et du club entrepreneur. Et puis vous pourrez poser autant de questions que vous voulez, même au fur et à mesure. Et puis moi, je les transmettrai au dernier moment afin qu'il y ait une session de questions-réponses. Mais dans un premier temps, ce sera à Sébastien de nous raconter tout ça. Bien. L'idée ce soir, c'est vraiment de créer un échange. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Arthur, à poser vos questions dans le chat. Je pense que vous êtes tous maintenant master in Zoom, donc vous maîtrisez le logiciel. Moi, je vais commencer effectivement par vous présenter rapidement mon parcours. C'est pas l'objet principal. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on mettra un petit sondage. Je pense qu'on va attendre, voilà, 5 minutes, je te dirai tout à l'heure, Arthur, mais un petit sondage pour savoir, vous, où vous en êtes dans l'environnement entrepreneurial, savoir si vous avez déjà créé votre boîte, si vous avez une idée, un projet en tête, ou si c'est juste voilà, par intérêt intellectuel que vous êtes là et vous dites pourquoi pas. Ça me permettra de mieux cerner l'environnement. 2 mots, je vais commencer par vous parler rapidement de Neoma Alumni. Aujourd'hui, vous êtes étudiant et souvent on se dit, voilà, le réseau des anciens, c'est pour les anciens. Sachez que Neoma Alumni est 100% ouvert aux étudiants. Neoma Alumni, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez la chance d'avoir choisi une école qui a un des plus gros réseaux d'anciens, un des réseaux anciens les plus actifs, qui aujourd'hui est classé au-dessus de pas mal d'écoles en France. Pour vous donner un ordre d'idée, on est près de 500 bénévoles autour d'un bon paquet de clubs. Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois que les tribus régionales, c'est-à-dire à travers toute la France et à l'étranger, les clubs professionnels et tout le reste, je crois qu'il y a à peu près 60 ou 70 groupements que vous pouvez rejoindre. Les clubs professionnels, vous avez par exemple, le club entrepreneur dont je suis animateur. Après, vous avez club digital, club marketing, club luxe, etc. Ça, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Neoma Alumni. On vous mettra le lien dans le chat tout à l'heure. Et en fait, vous avez plein d'anciens qui, comme moi, ont un poste ou ont une expérience et qui participent à l'organisation de conférences, d'événements autour des sujets qui leur sont chers. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être autant de la finance, du marketing, du luxe, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Et ça, vous avez la possibilité d'y participer. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pour les étudiants, généralement, c'est gratuit. Donc, autant en profiter. Et surtout, vous, dans votre environnement, aujourd'hui, vous êtes en train de construire votre futur parcours professionnel. Il faut savoir que la plupart des animateurs comme moi, globalement, sont plutôt cool. Et si vous leur demandez conseil, alors c'est toujours la même chose, hein, demandez gentiment, ça passe toujours mieux. On est toujours en fait ravis de vous répondre à vos questions, de vous orienter si on peut. Voilà, le réseau des anciens, c'est pas que pour trouver un stage ou un premier poste. C'est aussi ça peut vous servir pour beaucoup d'autres choses, pour vous construire un réseau pour plus tard. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vais vous mettre, hop là. Alors théoriquement, ça doit être l'adresse du site internet dans le chat. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Si vous êtes tous là, c'est que vous êtes inscrits dessus, donc en fait, vous le connaissez déjà, autant pour moi. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. On a un réseau qui est super fort. On a beaucoup de gens qui sont engagés, tout comme moi, et qui seront ravis de répondre à vos questions pour peu que vous demandiez tout simplement gentiment.
Pour parler un peu plus d'entrepreneuriat, donc je vais commencer par vous présenter rapidement mon parcours. Il n'y a pas de parcours type. Cherchez pas à vous dire, bon, est-ce qu'il faut que je passe par là ou par là. Tous les chemins mènent à l'entrepreneuriat. C'est d'abord et avant tout une question de volonté et d'objectif. En ce qui me concerne, j'ai fait donc Rouen, j'ai fini en 2005. C'était au tout début de la majeure entrepreneuriat, pour ceux qui la suivent en ce moment. J'ai commencé par faire 1 an chez Deloitte. Non pas parce que je trouvais que c'était un métier super excitant. Après, il y a plein de choses intéressantes, mais c'était pas dans l'absolu fait pour moi. Par contre, je me suis dit à l'époque que ça allait me permettre d'avoir des bonnes bases en finance et en comptabilité entreprise. Et très sincèrement, aujourd'hui encore, d'autant plus avec mon métier actuel, mais même précédemment, avant de créer ce cabinet, quand je gérais des entreprises, j'ai géré jusqu'à 3 entreprises de front, j'étais vraiment content de maîtriser ces aspects-là pour pouvoir les optimiser. Donc, premier conseil pour ceux qui ont une appétence pour ça, parce que c'est pas encore une fois, il n'y a pas de chemin idéal. Le passage par une Big Four ou comptabilité finance, ça peut être quelque chose de très utile par la suite. J'ai fait donc 1 an chez Deloitte. Et derrière ça, en fait, j'ai rejoint l'inspection générale du Crédit du Nord, groupe Sogé. Là, même principe, j'avais pas forcément. Alors, j'ai toujours eu envie de créer ma boîte. Je me suis dit que j'allais commencer par travailler dans des grosses entreprises et que un peu plus tard, vers 30-35 ans, je créerais mon business. Bon, c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu parce qu'en fait, dès que je suis arrivé au sein du groupe Société Générale, j'ai eu des opportunités. J'ai travaillé pendant 6 mois chez eux et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que j'avais envie que j'avais du temps déjà, parce que dans l'audit, on apprend à être efficace, dans la banque, un petit peu moins. Et en fait, j'ai créé ma première boîte à cette période-là avec mon petit frère. Et en gros, pendant la première année, lui était à temps complet sur l'aspect opérationnel. Et moi, j'ai conservé mon poste à la Société Générale, groupe Crédit du Nord, de manière à pouvoir travailler soir et week-end, mais aussi à pas avoir faire supporter 2 revenus en même temps sur la même société. C'était une entreprise de service à la personne, spécialisée dans l'assistance informatique à domicile. Et donc, au bout d'1 an et demi, j'ai quitté le groupe Crédit du Nord pour pouvoir rejoindre mon frère à temps complet. Ce qui est bien, c'est que ça nous a permis la première année, de supporter son salaire et derrière ça, moi de pouvoir arriver en bénéficiant de l'accompagnement du Pôle emploi où je crois que ça s'appelait l'ACRE à l'époque, ça a changé de nom, à revérifier, mais je crois que c'est l'ARS aujourd'hui. En gros, ça permet de bénéficier de 6 mois ou 1 an de salaire en mode Pôle emploi, tout en ayant un projet de création d'entreprise. Moi, mon entreprise était déjà créée, mais j'avais déjà dans l'idée d'en créer une deuxième. La première étant dans l'assistance informatique aux particuliers. La deuxième était pour l'accompagnement informatique des TPE-PME. Donc, c'était l'occasion d'optimiser l'environnement financier. On a fait ça pendant un moment. En parallèle, j'en ai créé une troisième dans la formation à l'outil informatique, donc la formation professionnelle. Donc, on voit le lien entre les différentes activités, tout tourné autour de l'informatique. J'ai géré ça pendant quelques années. Alors, comme tous les parcours entrepreneuriaux, il y a des hauts et des bas. Il se trouve que donc moi, on a créé la première structure en février 2007. J'ai rejoint mon frère en juillet et août 2008. Et en 2013, on s'est séparés, malheureusement. Comment dire, des désaccords entre associés et en l'occurrence entre frères sont des choses qui peuvent arriver. On a décidé de se séparer professionnellement. Et donc, en fait, on a splitté une partie, on a splitté les boîtes.
Et donc, moi, j'ai continué à gérer mes structures jusqu'en 2017. Et en 2017, j'ai vendu les 3 sociétés. C'est ça. J'en ai vendu 2 et la 3e a été vendue dans les 6-9 mois qui ont suivi. Donc déjà pas mal d'expérience et pas mal de, comme je disais, de haut et de bas. On pourra revenir sur les différents écueils qui peuvent arriver dans la vie de l'entrepreneur. Il se trouve qu'au moment où j'ai cédé mes affaires, j'ai appris que j'allais être papa, tout simplement. Donc, j'ai décidé de prendre un petit moment pour moi. Et ça a été l'occasion ensuite de regarder, en fait, des entreprises à racheter. Pour vous la faire assez brève, le fait de racheter des structures, bon, j'avais déjà fait quelques petites opérations, parce que mes entreprises, c'était pas des énormes structures, hein. Malheureusement, je n'ai pas créé ni Facebook ni Amazon. C'était des TPE, voire des toutes petites PME. On est monté jusqu'à une quinzaine de salariés au total. Et voilà, je cherchais une structure plus ou moins de cette taille-là à reprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui sortent d'écoles de commerce, qui ont les compétences et qui s'intéressent à ce qu'on appelle, nous, la M&A, généralement, ils vont dans des gros cabinets parce qu'il y a des entreprises d'une certaine taille, il y a beaucoup de zéros à la fin du chèque. Et bon, l'argent fait pas le bonheur, mais ça aide. Et donc voilà. Et beaucoup considèrent que les petites entreprises n'ont pas ou peu d'intérêt. Quand je parle d'entreprise, petit point important, je parle autant de start-up que de sociétés classiques, hein, on va dire. Aujourd'hui, on parle de start-up pour toute création d'entreprise, mais il faut garder en tête qu'une start-up, c'est un business model quand même assez spécifique et qu'on peut faire plein d'entreprises sans pour autant créer une start-up et lever des fonds. Mais voilà, c'est un outil que vous avez aujourd'hui qui est assez intéressant. Donc, j'ai cherché une boîte à reprendre et je me suis rendu compte que le principal point commun sur tous les dossiers que j'étudiais, c'était que les personnes que j'avais en face de moi, vu que les bons, ils vont sur les gros deals, hein, sur les grosses entreprises à vendre, et bien, sur les petites entreprises, il restait plus grand monde et pas forcément des gens très compétents. À partir de ce constat-là, eh bien, j'ai décidé de créer donc PME Partner, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des cédants, des personnes qui ont créé leur boîte et qui, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou pour un départ en retraite, décident de la vendre. Et donc, nous, on s'occupe de tout le processus de cession. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est 6, on est basé entre Paris et Bordeaux. On a le siège à Paris, on a un bureau à Bordeaux, on en a un autre qui va ouvrir à Toulouse prochainement. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai commencé à créer cette structure, enfin j'ai commencé à travailler sur l'activité il y a bientôt 3 ans. Et concrètement, jusqu'à janvier de l'an dernier, j'étais tout seul parce que je travaillais essentiellement sur le business model. Et à partir de mi-2021, on a commencé à ouvrir les voiles. Et comme je vous ai dit, maintenant, on est 6. Voilà pour une petite présentation. Et donc, à côté de ça, je suis animateur du club entrepreneur de Neoma Alumni. Le club entrepreneur, c'est tout simplement un club qui a vocation à favoriser les échanges entre les personnes qui ont créé leur entreprise, des personnes qui ont des projets et qui cherchent à se renseigner, à trouver des conseils, un peu comme certains d'entre vous aujourd'hui. On organise des webconférences ou des conférences en présentiel quand c'est possible, sur des sujets assez divers et variés. Pour vous donner quelques petits exemples, on a créé des sessions de pitch avec des experts pour des startups. On a créé des programmes de mentorat. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, on en parlait avec tout à l'heure. Si vous avez des projets de création d'entreprise, vous avez pas mal d'outils à votre disposition. Il y a bien sûr les incubateurs pour ceux qui sont en mode startup. Ça, je pense que j'ai pas forcément beaucoup besoin de vous en parler parce que vous en avez à Rouen comme à Reims et il y en a aussi à Paris. Vous avez aussi un programme de mentorat qui est organisé par Neoma Alumni. Pour ça, si vous avez des questions, je vais vous mettre l'email du club entrepreneur
dans le chat. L'idée, c'est qu'effectivement, Neoma Alumni essaye de faciliter les échanges et vous avez la possibilité, après, il faudra parler un peu de votre projet et montrer votre motivation, mais il y a des anciens qui acceptent tout simplement de donner de leur temps pour pouvoir accompagner des créateurs d'entreprises. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est d'une valeur inestimable quand on sait le parcours que c'est que peut être la création d'entreprise. Voilà. Donc, le club entrepreneur, comme tous les autres clubs, on vous accueille avec grand plaisir, que ce soit en présentiel ou à distance. Et je vous ai donné des petits exemples, mais après, on a organisé des conférences sur les levées de fonds, sur la création de franchises, sur bien des sujets liés à l'entrepreneuriat. Voilà, voilà. Donc, je vois qu'on a notre première question sur le chat. Arthur, ce que je te propose, je vais commencer par répondre à la question de Mathilde. Si tu es dans le coin, si tu peux lancer le sondage. Ça m'intéresserait pas mal, voilà, de savoir où vous en êtes, chacun d'entre vous. Là, on est une quinzaine. Par rapport à la création d'entreprise, est-ce que vous avez déjà créé votre boîte? Est-ce que vous avez un projet en tête ou vous vous êtes dit, tiens, le sujet m'intéresse, donc je viens voir, mais je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Donc, si vous pouvez répondre au sondage, ce serait assez cool. Ça nous permettra de savoir quels sont vos projets à vous. Et pendant ce temps-là, je vais répondre à Mathilde. Donc, est-ce que la Covid a ralenti le développement de votre entreprise? En fait, ça nous a pas tant ralenti que ça parce que c'était dans mon projet de d'abord travailler le business model. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien sûr travaillé en amont, j'ai rencontré, alors quelque chose que vous pouvez assez facilement faire, il faut juste aller chercher l'info. J'ai contacté des anciens ou des personnes qui étaient dans le métier et je leur ai dit, voilà, vous avez des cabinets, vous travaillez dans des cabinets de M&A, donc mon activité, mais sur des grosses structures. Donc, en gros, vous avez de l'expérience, ça m'intéresse. Et voilà, j'ai été simplement les rencontrer en leur disant, voilà mon projet, voilà ce que je veux faire. Alors, l'idéal, c'est moi ce que je dis toujours, c'est commencer par un petit mail. La difficulté, c'est juste de trouver le mail, mais quand c'est des réseaux d'anciens, ça se fait. LinkedIn, pour le coup, généralement, ça permet de rentrer en contact avec pas mal de monde, même si on n'a pas l'email. Et donc voilà, dans un premier temps, je me suis renseigné, je me suis aussi auto-formé. Et ensuite, l'idée, vu que tout le monde, beaucoup de cabinets ne s'intéressent pas aux petites boîtes, c'est pas pour rien, c'est parce que ça prend du temps. Et pourtant, il y a un chèque un peu moins important à la fin. Et donc, je me suis dit, la meilleure façon de pouvoir faire un business rentable, c'est de réduire le temps passé sur les dossiers en cours. Et là, j'ai pensé à tout l'environnement digital et je me suis dit, étudions comment les autres font et on va tâcher de faire en sorte de gagner du temps dans le process. Et c'est ce que j'ai fait pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que j'ai pris des dossiers et plutôt que de recruter en me disant, je vais essayer d'avoir un maximum de clients, je me suis concentré sur comment mettre en place des process, tester un certain nombre de choses pour pouvoir traiter correctement les dossiers, mais sans perdre du temps sur des sujets qui n'en valaient pas la peine. Comme dans beaucoup de secteurs d'activité, le principe il est assez simple, c'est de se dire, OK, la valeur ajoutée, où est-ce qu'elle est? Pour le reste, j'essaye d'automatiser. Voilà, un peu en mode startup. Et très clairement, le fait d'avoir coaché et d'accompagner pas mal de startups, ça m'a donné aussi beaucoup d'idées. Considérez qu'autour de vous, il y a les anciens, mais il y a aussi les copains qui ont créé des startups, qui ont essayé des choses. En gros, allez prendre l'information partout où vous pouvez. Ça vous sera toujours utile. Et donc, pour finir de répondre à la question de Mathilde, la Covid a peut-être un tout petit peu ralenti parce que vous doutez bien que les chefs d'entreprise, s'ils veulent vendre leur boîte et qu'elle a été touchée par le Covid, ils se disent, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vendre parce que si j'ai fait une mauvaise année en 2020 ou même en 2021, ils se disent, je vais me refaire un peu et je vendrai après.
parce qu'il y a une réalité, hein, une entreprise qui a été touchée, on peut justifier le fait que il y a eu un trou d'air pendant un moment, mais si on ne montre pas qu'elle repart, qu'elle renaît un peu de ses cendres, forcément, ça ne se vendra pas très bien. Donc oui, je pense que la Covid a touché énormément de structures. Maintenant, comme pour la plupart des activités, je pense ce qui a été fondamental, c'est que en ce qui nous concerne, et c'est ce que on en a discuté beaucoup justement dans le cadre du club entrepreneur avec d'autres chefs d'entreprise, il y a ceux qui se sont dit, j'avais une activité qui tournait bien, donc je serre les fesses et j'attends que ça passe. Et comme on le sait tous, je pense que la majorité d'entre nous, on s'attendait à ce que ça dure 6 mois éventuellement et après ça se termine. Je pense que personne ne s'attendait à ce que ça dure aussi longtemps. Donc ceux-là, aujourd'hui, ils ont compris que ça allait pas passer comme ça, mais pourtant ils ont perdu énormément de temps. Et vous avez tous ceux qui, assez rapidement, se sont dit, OK, il y a peut-être un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Donc, comment on peut réagir et s'adapter? Et moi, je sais que en ce qui nous concerne, typiquement, tout ce qui était transport, etc. Alors, déjà d'un point de vue process, j'étais déjà dans l'optique d'optimiser, mais d'un point de vue transport et compagnie, on est passé, vous me direz, ça n'a rien d'exceptionnel, mais en full visioconférence, ce qui nous a permis de gagner du temps. N'oublions pas que dans le business model, l'objectif, c'était bien sûr de gagner du temps. Et après, on a continué à travailler en termes de communication. Ça, vous me direz, c'est lié à notre métier. Mais pour tout chef d'entreprise, pour tout porteur de projet, la question, c'est à qui je m'adresse et qu'est-ce qui les intéresse. Et donc, pendant toute cette période, pendant une bonne partie de cette période, on ne s'est pas concentré sur faire de la com en disant « ouais, vendez votre boîte, c'est super, on va vous accompagner ». J'ai travaillé sur donner de l'information. Donner de l'information par les réseaux sociaux, alors beaucoup professionnels, bien sûr, mais essayer, en plus de faire notre boulot devant des entreprises, d'expliquer aux chefs d'entreprise, par exemple, si vous allez sur le site de PME Partner, à l'époque, j'avais écrit des articles, un qui était sur reprendre une entreprise en période de Covid, de crise sanitaire, et céder une entreprise en période de crise sanitaire. Comme ça, je parlais à mon public de clients, d'un côté, les cédants, pour leur dire, voilà, avantages, inconvénients, et aux repreneurs, qui sont des partenaires en quelque sorte, puisqu'on ne les accompagne pas dans leur démarche, mais notre boulot, c'est de vendre la boîte, et donc on tâche de leur faciliter la tâche. Et s'ils ne sont pas prêts, on a tout intérêt à leur dire que, oui, c'est pas forcément idéal. Voilà. Alors, je pense avoir répondu à la question de Mathilde, et je vois le rapport du sondage. On est essentiellement sur des personnes qui se posent la question de l'intérêt de l'entrepreneuriat. Donc, on va peut-être revenir sur des sujets assez globaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Arthur, éventuellement, je t'invite à... Ouais, du coup, on avait avec notre équipe préparé quelques questions justement sur l'entrepreneuriat, sur toi dans l'entrepreneuriat surtout. Et puis tu m'avais aussi conseillé, aiguillé un peu sur des questions qui pourraient être intéressantes. Il y en a une qui semble peut-être un peu banale, mais qui finalement est essentielle, c'est comment trouver l'idée? Comment on trouve une idée en fait? Alors ça, effectivement, c'est une question qui revient assez régulièrement. Aujourd'hui, alors dites-vous une chose, c'est que, là, je vais passer pour un vieux, à mon époque déjà, en 2005, on se posait tous la question, voilà, comment trouver une idée? Et aujourd'hui, avec les startups, on voit plein de trucs énormes qui se créent. On a de plus en plus de licornes et notre cher président souhaiterait en avoir encore beaucoup plus et tant mieux. Maintenant, considérez deux choses. Un, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue pour être entrepreneur. Ça, c'est vraiment un élément de base. Pour créer une startup qui va lever des fonds, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une idée qui se différencie significativement des autres.
Pour ceux qui sont lancés dans l'aventure ou qui ont des amis qui ont créé leur startup, c'est pas si évident que ça. Et c'est pas pour rien que la très grosse majorité des startups s'arrêtent finalement assez rapidement. C'est qu'on se dit, au début on se dit j'ai trouvé l'idée du siècle, et puis on commence à essayer de lever des fonds. Puis là il y a quelqu'un qui me dit non mais attends regarde, eux ils ont déjà créé le même concept et ça marche bien ou ça marche pas du tout. Donc pour répondre à la question, vous n'avez pas besoin d'avoir une idée extraordinaire. Si vous avez une idée géniale, partez du principe que, comment dire, si vous l'avez eu, en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui peuvent avoir la même idée. Donc, posez-vous la question de est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que j'ai un marché pour mon business? Parce qu'il y a pas mal de personnes, j'ai pu échanger avec des porteurs de projets, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne dans le cadre du club entrepreneur. Vous avez certaines personnes qui me disent ouais, voilà, j'ai eu l'idée du siècle, c'est un truc de ouf, on va faire des milliards, tout ça, tout ça. Ok, vas-y, c'est quoi ton idée? Ah, mais je peux pas en parler, c'est super confidentiel, etc. Dans l'absolu, je peux comprendre, on veut pas se faire piquer son idée. Mais quand on regarde la réalité des choses, encore une fois, à moins d'être un génie et de sortir un truc auquel personne n'a pensé, vu l'antériorité des startups, je pense que maintenant, il y a pas mal de gens qui se sont posés pas mal de questions. En fait, déjà d'une, il y a de fortes chances que votre idée soit pas révolutionnaire, mais c'est pas ça le fond de la question. C'est est-ce qu'il y a un marché? Parce que vous pouvez très bien reprendre l'idée d'une startup américaine qui n'est pas encore implantée en France et développer un truc de fou, ou même tout simplement être deuxième ou troisième sur un marché, et ça peut être déjà une aventure extraordinaire. La question fondamentale, c'est de se dire, c'est de tester son marché. On parle de MVP dans le cadre d'une startup, c'est exactement ça l'idée. Le minimum viable product, c'est de se dire, OK, j'ai une idée. Dès que possible, je vais essayer de la mettre sur le marché pour voir comment ça répond. Et c'est ça qui va vous permettre de vous assurer que vous n'allez pas travailler pendant des mois sur un super business plan en mode on va lever des fonds et on va créer un truc de ouf. Si vous n'avez pas testé votre idée, ça vaut pas le coup. Et plutôt que de prendre le principe la voie de c'est super confidentiel, faut pas que j'en parle, au contraire, parlez-en autour de vous et pas que à l'environnement proche, de manière à voir un peu la réaction des gens. C'est ça qui va vous permettre de vous assurer que déjà vous répondez réellement à un besoin et que les gens sont prêts à payer pour. Ça, c'est un autre grand classique. C'est ouais, l'idée est super, très bien. Est-ce que tu es prêt à payer tant pour avoir le produit ou le service? Ah ouais, mais non, en fait, je ne veux pas payer pour ça. C'est cool, mais je ne veux pas payer. Et donc ça ne veut pas dire que votre idée n'est pas bonne, mais ça montre que vous devez vous adapter en termes de business plan. Voilà, donc pour reprendre la question principale, vous n'avez pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Si vous en avez une, c'est très bien. N'oubliez pas qu'il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui tournent, qui ne sont pas des startups. Et simplement le fait de travailler dans un secteur qui vous fait plaisir, que vous aimez, ça va vous permettre d'avoir un business finalement à travers lequel toute cette volonté, tout ce travail, tout ce que vous allez mettre dedans va ressortir et vos clients, en fait, ils en seront contents. C'est vrai qu'on a tous en tête les Uber, Facebook, Amazon, etc. Je pense qu'Amazon, c'est un très bon exemple. À la base, notre cher ami Jeff Bezos, il est parti de pas grand-chose. N'oublions pas, c'est qu'il vendait des bouquins en ligne, et si ma mémoire est bonne, il vendait une partie de la bibliothèque de son père, je crois. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Et il avait là son fameux MVP. Il a commencé par vendre en ligne la bibliothèque peut-être familiale, je sais plus, mais bref. Il avait beaucoup de livres à vendre. Il a commencé comme ça. Et c'est de là qu'est partie sa fortune avec son méga yacht à 500 millions de dollars.
Voilà, donc ça peut partir de pas grand-chose. Et moi, je rencontre aujourd'hui pas mal de gens. C'est simple, hein, parmi les anciens, vous avez des personnes comme le président de Maluni, Ilan Bedaim, qui a cofondé Vente Privée. Donc là, on est plutôt en mode startup, effectivement. Et c'est ça qui fait que VP maintenant est assez connu. Mais vous avez aussi des gens dont on n'entend pas parler, mais qui ont monté des boîtes qui aujourd'hui tournent très, très, très bien. On parle de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On a aussi des entrepreneurs qui voilà, vont faire 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui sont très heureux dans leur vie et surtout qui font quelque chose qu'ils kiffent au quotidien. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Pas la peine de révolutionner les choses. Posez-vous d'abord et avant tout la question de qu'est-ce qui vous ferait vibrer au quotidien. Alors, vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle hein, parce que vous êtes étudiant, mais allez voir s'il y a des sujets que vous kiffez, renseignez-vous, essayez de rejoindre une entreprise, une start-up, peut-être pour vous faire un peu la main. Et si vous avez dès maintenant envie de vous lancer, alors c'est sûr que dans des secteurs comme le conseil, sans expérience, c'est un petit peu chaud, mais vous pourrez apprendre beaucoup de trucs, même en vous lançant. Alors, vous lancer dans une start-up ou dans la création d'une entreprise from scratch, considérez que ça peut vous amener aussi beaucoup d'expérience. C'est quelque chose qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était assez peu valorisé en France. En mode, j'ai créé une entreprise où j'ai participé à la création, ça s'est cassé la gueule et on dirait, en France, on dirait plutôt, tu t'es planté. Aux États-Unis, c'est considéré comme une valeur assez significative. Quelqu'un qui s'est planté a appris généralement plus de choses que quelqu'un qui a réussi. Donc, ça commence à arriver en France et moi, je sais que c'est quelque chose qui, parmi les chefs d'entreprise que je connais, est de plus en plus valorisé. Voilà. Du coup, moi, j'avais une autre question. Toi, par exemple, tu étais plutôt dans le secteur de l'informatique. Est-ce que justement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui indispensable? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont indispensables, qu'on doit maîtriser au plus vite et qui seront vraiment un plus au cours de notre carrière? Parce que l'informatique, c'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde. Mais toi, peut-être que tu étais vraiment pointilleux là-dessus, ça s'intéressait vraiment. Et à partir de là, tu as pu lancer ça, quoi. Alors, je vais vous faire rigoler. La première fois que j'ai touché un Mac, c'était chez un client. Ok. Alors, je connaissais les PC, mais quand je suis arrivé à l'école, je me suis acheté mon premier PC avec mes boulots d'été. Et en fait, c'est un pote qui me l'a configuré, mais véridique. Et 2 ans et demi, non, 3 ans après, je crée la boîte. Typiquement, alors je vais répondre à ta question quand même autrement. D'un point de vue compétences, aujourd'hui, on est à une ère où franchement, on peut tout apprendre sur Internet. L'aspect technique, ça prend le côté développement, bien sûr, parce que c'est de ça dont tu parlais précisément. Moi, en l'occurrence, c'est dans le dépannage informatique, mais n'empêche que voilà, j'ai créé cette boîte, je connaissais pas grand-chose. Sauf que je me suis pas lancé dès le début en mode ouais, pas de problème, on fait des réparations sur Mac. C'est venu progressivement et c'est arrivé simplement parce qu'une personne ne savait pas faire la différence entre PC et Mac. Elle nous a appelé, on est venu la dépanner, puis c'était moi parce qu'il y avait personne d'autre de disponible. Et pourtant, je lui ai réglé son problème. Bon, c'était pas grand-chose, mais bon, est-ce qu'il faut être spécialiste en développement pour créer sa startup ou sa société? Non, c'est pas indispensable. Je pense que vous connaissez tous WordPress, Shopify, PrestaShop. Alors PrestaShop, c'est peut-être un chouïa plus complexe, mais vous avez beaucoup d'outils super faciles à maîtriser. Et là, vous avez des tutos sur YouTube, sur Google. Vous avez largement ce qu'il faut. Donc, être spécialiste en développement, c'est pas nécessaire. Ça peut amener, tout simplement, ça peut faciliter les choses. Moi, pour vous dire, le cabinet qu'on a actuellement, bon, aujourd'hui, j'ai un dev, mais au tout début, j'ai créé 2 sites sur WordPress. C'était pas les sites du siècle côté design, mais ça faisait le job et j'avais mon MVP. Voilà. Donc, c'est pas indispensable. C'est toujours bien de savoir de quoi on parle. Parce que derrière, quand j'ai fait appel à des pros pour faire notre site actuel, notre site vitrine,
Et bon, maintenant, même si j'ai le dev en interne, je l'ai fait refaire il y a un peu plus d'un an. Bah, au moins, quand je leur ai demandé de me faire un site, je savais exactement ce que je voulais. Ce qui peut être utile, voilà, c'est de s'intéresser, de se dire, OK, de quels outils je vais avoir besoin. Si vous êtes sur un truc 100% en ligne, et bien sûr qu'il faut travailler au maximum sur, voilà, pas forcément développer, mais connaître les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut toujours raisonner euh, client. C'est OK. Si je vois un truc en ligne, il faut que mon parcours client soit nickel. Si je vois un service où les gens vont aller, comment dire, s'inscrire sur mon site internet, c'est pareil. Si mon principal outil de communication seront les réseaux sociaux, je dois maîtriser au maximum toutes les techniques et méthodes utilisables, que ce soit avec une approche growth hacking ou une approche beaucoup plus standard. Autre point, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais comprendre la finance et la comptabilité d'entreprise, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très, très, très utile. Pour vous donner un petit ordre d'idée, bon, moi, étant entrepreneur dans l'âme, je considère que tous les environnements de l'entreprise sont super intéressants, que ce soit le marketing, la communication, la finance, la comptabilité, le juridique. Bon, moi, ça me passionne. Maintenant, pour parler de la comptabilité, aujourd'hui, considérez que les experts comptables sont des spécialistes, mais tous ne sont pas au même niveau soit de compétences, soit de qualité de service. Quand on prend un expert comptable et qu'on a une start-up qu'on n'a pas beaucoup de sous, il ne faut pas s'attendre à ce que l'expert comptable il passe des nuits à réfléchir sur comment optimiser tel ou tel sujet. Il fait son job, c'est-à-dire faire des bilans. Si vous réfléchissez à comment optimiser tel ou tel aspect en termes de comptabilité pour améliorer la rentabilité, c'est top, mais c'est pas sur l'expert comptable qu'il faut compter. Et donc, quand vous réalisez votre business plan, c'est pas simplement, voilà, je vais avoir tant en charge et tant en produit. C'est rentrer dans le détail de, OK, pourquoi j'ai ces charges? Est-ce que je peux optimiser ces charges? Et comment ça va être comptabilisé derrière? Je vais prendre un exemple, mais euh, pour, euh, pour une des startups que j'ai accompagnées, il y avait une opportunité de racheter une autre startup qui s'était cassé la figure. Et bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Sauf que quand on s'est intéressé au dossier, on s'y intéressait notamment pour la plateforme qu'ils avaient développée. Cette startup, elle avait levé 1,5 million et sur les 1,5 million, il y a à peu près 1 million qui était parti en développement informatique. Donc on se dit, les mecs, ils ont balancé 1 million dans la techno. Il y a des investisseurs qui ont mis 1,5 million dans le business. A priori, juridiquement, ça doit être plutôt bien cadré. OK, très bien. Avec le dirigeant de la startup que j'accompagne, on n'est pas des experts en juridique, mais on s'est renseigné. Et là, forcément, on s'est dit, OK, si c'est la plateforme qui nous intéresse, on va s'assurer quand même que le code est bien propriété de l'entreprise. Parce que quand vous faites développer un site, il faut qu'il y ait un transfert de propriété du code. Eh bien, figurez-vous que ni les dirigeants, ni même les investisseurs qui ont foutu 1,5 million dans la startup, personne ne s'est posé la question à savoir si le million qui avait été mis leur permettait d'être propriétaire du code. Et en gros, vous en doutez, c'était pas le cas. Les mecs, ils ont balancé 1 million et à la fin, non seulement leur boîte elle a coulé, mais en plus, ils n'étaient pas propriétaires de rien, ce qui fait qu'ils n'ont rien pu revendre derrière pour gérer les dettes. Donc, pour revenir à ta question, franchement, vous n'avez pas besoin d'être expert en beaucoup de choses pour créer une entreprise. J'ai créé une boîte d'informatique à l'époque, j'y connaissais rien. Bon, à la fin, par contre, je pouvais vous monter un serveur les yeux bandés ou presque. Mais tout ce qu'il vous faut, c'est vous dire, OK, de quoi j'ai besoin pour remplir ma mission. Et puis ensuite, vous allez voir, vous avez YouTube, vous avez les réseaux. Et ça encore, n'oubliez pas, hein, vraiment, le réseau, que ce soit les potes, que ce soit les anciens, que ce soit des gens que vous ne connaissez pas, mais qui font simplement un truc proche du vôtre, allez les voir en leur disant, écoutez, franchement, ce que vous faites, ça m'intéresse. Moi, j'ai un projet de boîte, voilà ce que je veux faire. Évidemment, il ne faut pas que ce soit un concurrent direct, mais si vous leur dites, écoutez, vous avez de l'expérience, ça m'intéresse, ça pourrait m'aider, la majorité des gens, en fait, disent oui.
et vous font gagner du temps dans vos recherches et vous aiguillent. Donc voilà, n'hésitez pas, et c'est ça qui vous permettra de vous former sur les sujets intéressants. Et après, soyez curieux. Hein. Mais il faut forcément avoir une appétence pour ce vers quoi on se dirige ou pas. Parce que regarde, par exemple, toi, tu disais justement l'informatique, tu connaissais pas grand-chose, mais c'était quand même quelque chose qui t'intéressait ou même pas, c'était vraiment la finalité, ce que tu offrais aux clients à travers ça, qui comptait pour toi. C'est une très bonne question. Dans l'absolu, j'avais pas une appétence pour l'informatique. Pour aller au fond de l'histoire, en fait, donc moi je venais d'arriver à l'inspection générale et j'ai mon frangin qui n'a ni le bac, non, je dis des bêtises, il a le bac, mais après il a pas réussi à trouver sa voie et en fait il donnait des cours d'informatique au black à des petits vieux et donc à vos grands-parents par exemple. Et en fait, donc ça, rappelons-nous, hein, c'était en 2006, 2007, fin 2006. Et je me suis dit, attends, service à la personne, c'était les tout débuts. Je me suis dit, l'informatique, les seniors, il y a quelque chose à faire. Parce que les gens étaient prêts à payer, je sais plus, à l'époque c'était 20 ou 30 euros de l'heure, mais juste en ayant trouvé une feuille imprimée en mode A4 découpée en 20 petits morceaux sur un pare-brise ou distribuée dans une boîte aux lettres. Et donc, pour répondre à ta question, c'était pas une question d'appétence pour l'informatique, mais c'est simplement, je me suis dit, oh putain, là, il y a quelque chose à faire, il y a un besoin. Et si tu regardes par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mon métier actuel, c'était aussi un peu ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin qui n'était pas, à mon sens, correctement adressé par l'offre. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est là où j'ai lancé la chose. Donc, ne pas avoir, ne pas avoir d'appétence pour un secteur d'activité, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Par contre, je peux te dire que je m'éclate beaucoup plus. Alors, je m'éclatais dans mes boîtes précédentes, mais aujourd'hui, je veux dire, c'est fois 100 parce que je suis dans un truc que j'adore, tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, de l'entreprise avec un grand E, et pourtant on parle de petites entreprises. Je pense que ce business va se développer dans une ampleur nettement plus significative que je suis vraiment dans un environnement qui me plaît beaucoup et où, a priori, bon, j'ai une certaine légitimité. Ok, c'est très clair. Euh, quelle erreur tu regrettes que tu as pu faire au cours de ta carrière? Laquelle? Ou alors, Euh, plutôt, quel conseil justement pour éviter ce ouais. genre d'erreur? Parce que je pense que c'est ici ce qui intéresse aussi pas mal de monde. Alors, je vais te répondre de deux manières, en fait. Faites des erreurs. Faites des erreurs. En fait, faire des erreurs, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est pas en tirer un apprentissage, des leçons, j'allais dire. Quand vous faites une erreur, faut éviter les grosses conneries quand même, mais la majorité des erreurs, finalement, c'est pas grave. Si vous en tirez une leçon et que vous vous améliorez derrière, il n'y a pas de souci. Moi, euh, je vais te donner deux ou plus types d'exemples. Je vais voir comment ça vient. Mais dans mes premières entreprises, j'avais une approche très PNL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dépensais pas plus que ce que j'avais gagné. C'est quand j'avais gagné de l'argent que j'investissais. Et autant au début, je pense que c'est une approche importante parce que il faut capitaliser de l'expérience pour pouvoir faire des bons investissements. Donc, si dès le début, tu commences à balancer des sous dans tous les sens, très vite, tu n'as plus grand-chose. Et vu que tu n'as pas l'expérience, tu fais beaucoup d'erreurs. Par contre, si tu testes des trucs, tu vas peut-être dépenser un petit peu de sous, mais le fait de tester, ça va te permettre de dire, OK, ça marche, et ça marche pas. Et comme ça, quand tu vas augmenter le budget, déjà, tu auras testé le truc, tu sauras que tu balances pas à fond perdu. Et donc, moi, mon erreur, c'est que j'ai fonctionné pendant 7-8 ans comme ça, sur mes premières boîtes. Non pas que je dépensais rien, mais j'attendais d'avoir gagné de l'argent pour donc d'avoir fait du résultat
Et l'année d'après, je réinvestissais, mais je pense un peu trop modérément. Premier point. Deuxième expérience que j'ai tirée au fur et à mesure, c'est en fait, justement, je ne faisais pas assez de tests au début. Je vais te donner un exemple tout bête. Je m'étais dit, j'étais parti d'un principe assez simple, qui était de me dire, voilà, on donnait des cours d'informatique dans Paris. Bon, on était à 60 balles de l'heure, si ma mémoire est bonne. C'est quand même pas, c'est pas rien. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'avec les services à la personne, il y avait 50% de réduction d'impôt. Donc je me suis dit, grosso modo, faut pas se leurrer, on s'adresse à des gens qui ont quand même un peu de sous. Les gens qui ont un peu de sous, ils ont des belles fringues. Ils ont des belles fringues, ça veut dire qu'il est photo pressing. Quand tu es au pressing, c'est bête, mais t'attends en général. Pour ceux qui font un stage et qui ont un costume, en général, ils savent que tu patientes un petit peu, surtout à Paris. Et en fait, je me suis dit, on va faire des petits prospectus qu'on va mettre dans les pressings. Et en fait, au tout début, j'avais réfléchi à ça avec mon frère et une autre personne. Et en fait, il n'y a que moi qui étais convaincu. Donc au début, je ne l'ai pas fait. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, putain, fais chier, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, ce que j'avais pas pris en compte au tout début, c'est que concrètement, faire imprimer des flyers et aller les déposer dans les pressings, ça me coûtait quoi? Ça me coûtait pas grand-chose. Et en fait, j'aurais dû tester dès le début. Parce que pour te donner un ordre d'idée, 2 ans après, ça faisait un tiers de notre chiffre d'affaires. Simplement des gens qui venaient parce qu'ils avaient trouvé le flyer dans les pressings. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, mon erreur, ça n'a pas été on va dire, de pas croire en moi. C'est pas ça la question. Mais ça a été de pas tester. Parce que concrètement, ça me coûtait rien de tester. Donc, pour revenir quand même à ta question, les erreurs à éviter, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Pas se dire j'ai l'idée du siècle et rester dans son coin. Vous avez besoin du marché pour tester votre idée ou tester votre produit. Demandez un maximum d'avis. Si autre erreur fréquente, passer 1 an sur un business plan en se disant on va lever des fonds. Non, d'abord vous testez votre produit. Vous faites un business plan en parallèle, mais passez pas 6 mois dessus. Et comme ça, quand vous allez aller voir si vous cherchez des investisseurs ou si vous voulez faire un prêt, vous pouvez dire, voilà, j'ai testé, j'ai mon MVP, ça marche. Alors ouais, il y a plein de trucs à améliorer, mais voilà. Autre erreur à éviter, je vais t'en sortir 250, tu vas voir. Autre erreur à éviter, c'est de ne pas vouloir écouter le marché. Si les acheteurs ou même les gens, enfin, moi je pense qu'il y a moi, mon premier deal, par exemple, sur mon nouveau business, je l'ai fait pro bono, tu vois. J'ai pas fait payer. J'ai passé du temps et pour pas grand chose parce que finalement, je vais trouver l'acheteur du siècle et la fille finalement a eu les yeux plus gros que le ventre, mais j'ai beaucoup appris. Donc, je reviens sur ce que je disais. Testez votre produit et écoutez le marché. Si le marché il vous dit il y a des améliorations, faut pas le prendre pour soi. Faut juste s'adapter. L'erreur opposée, c'est de trop vouloir s'adapter au marché. Il faut pas oublier que de base, les gens veulent le meilleur pour zéro ou pour pas cher. Il y a un moment où le business, il est pas tenable. Donc, il faut écouter son marché, mais raisonnablement. Je pense que je pourrais continuer un certain temps sur les erreurs à pas faire, mais grosso modo, écoutez-vous, écoutez votre entourage, prenez un maximum d'avis et déjà, vous allez éviter des grosses erreurs. Et pour le reste, considérez qu'une erreur, soit vous, enfin, je sais plus qu'est-ce qui est ça, soit je gagne, soit j'apprends. Je pense que c'est un très bon résumé de la chose. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors tiens, je vois qu'il y a Manon qui a posé une question. Alors désolé Manon, c'est avec une demi-heure de retard. Faut-il privilégier une expérience en entreprise avant de se lancer? Alors Manon, je ne sais pas si tu es toujours là, mais je vais répondre à la question. Si elle est toujours là, Manon. Désolé pour le retard. Privilégier, en fait, ça dépend ce que vous voulez.
en fait, faut pas créer l'entreprise à tout prix. Si vous êtes prêt, que vous vous dites, OK, non pas j'ai une idée, mais je sais vers quoi je veux aller, pourquoi pas? Ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui sont faites pour entreprendre sur le tard. Il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer une autre personne pour créer une team, parce que n'oublions pas qu'une entreprise, c'est pas nécessairement qu'un produit ou un service. Ça peut partir d'une team. Je vous donne un exemple. Les investisseurs aujourd'hui, quand ils investissent dans une startup, c'est d'abord et avant tout une question d'équipe. Si l'équipe est pas là, mais que le produit est génial, la majorité vont pas y aller. Donc, suivez votre feeling. Le fait d'avoir une expérience en entreprise, ça vous permettra peut-être de mieux voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Parce que c'est vrai que en étant étudiant, on ne sait pas toujours vers quoi on veut aller. Maintenant, c'est vrai que entreprendre tôt, quand on sort d'école ou 1, 2, 3 ans après, il y a un atout qui est énorme, c'est qu'en gros, vous avez peu d'engagement, vous n'avez pas forcément acheté votre appartement et vous n'avez pas forcément une vie de famille. Et ça, en termes de gestion du risque, parce que créer son entreprise, il y a toujours un moment où on ne peut pas forcément beaucoup se rémunérer. Et puis, si ça plante derrière, si on a fait 1 an ou 2 après l'école, on peut toujours repartir dessus. Donc, commencer tôt, on a moins d'expérience, mais on prend moins de risques. Commencer tard, on a plus d'expérience, mais on prend plus de risques. Ça dépend du feeling de chacun. Il n'y a pas une règle. Il n'y a certainement pas une règle. C'est à vous de le sentir. Dans tous les cas, dites-vous une chose, c'est que ce soit maintenant ou dans 10 ans, il y a toujours un moment, c'est comme le saut élastique ou la chute libre, où il faut se lancer dans le vide. Il n'y a pas, il n'y a pas de situation intermédiaire, sauf à avoir beaucoup de chance. Voilà. Moi, j'ai une question aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Quand on est jeune comme ça, comment on fait pour arriver à lever des fonds si on veut lancer notre restaurant, si on veut lancer notre, je sais pas, une agence de communication? Comment on fait pour avoir des financements? Parce que, enfin, je pense que le restaurant, c'est l'idée qui me vient en tête directement. Vouloir monter une boulangerie, un restaurant, quelque chose comme ça, c'est un local, c'est des frais, et là, comment on teste aussi dans ces cas-là? Pardon. Alors, le restaurant en ce moment, je pense qu'on est d'accord, c'est pas la meilleure chose à lancer. Mais alors, 2 choses. Quand on crée une entreprise, c'est sûr que si tu as beaucoup de frais, enfin déjà d'une, tu as pas mal d'entreprises, quand tu es dans le service de manière générale, tu as finalement assez peu d'investissement. Et la question, c'est qu'est-ce que tu peux commencer à faire par toi-même? Typiquement, faire son premier site sur WordPress, faire de la vente en ligne sur des outils automatiques. Et en gros, tu as peu de coûts et tu vas pouvoir tester ton truc. Pour le restaurant, tu vois, finalement, c'est un bon exemple. Le restaurant, le fait de se dire, il faut un local, etc., ça dépend. Si tu veux lancer un restaurant sur un thème spécifique, mais bien sûr que tu peux faire un test. Restaurant éphémère, ça existe. Tu peux lancer des trucs en mode, je sais pas, tu vas tester ça sur, je sais pas, sur un festival, enfin, si la cuisine est adaptée, hein, si tu fais un peu en mode, alors je vais prendre un exemple tout bête, tu veux lancer un concept mexicain, tu vas tester le truc. Aujourd'hui, les food trucks, déjà, ça te coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup moins engageant. Ça reste un budget, donc ça veut dire que on a besoin de répondre à ta question. Mais comment dire, quel que soit le business, déjà, il faut se poser la question de, effectivement, avant de balancer des dizaines de milliers d'euros, voire plus, il faut quand même que j'essaye de m'assurer. Et ça, finalement, ça fait partie du business plan, c'est l'étude de marché. C'est de se poser les bonnes questions. Après, en imaginant, voilà, tu es testé, ça plaît. Alors, faut pas tester qu'auprès des amis de la famille, hein, parce que généralement, c'est les premiers à vous dire, ouais, c'est trop cool, ton truc, c'est super bon, etc. Sauf que ce seront pas eux vos clients. Ça, c'est un petit détail à garder en tête. Après, effectivement, je dirais que tu as 2 approches. Soit tu es sur une approche entreprise classique, type restaurant, ou même tu veux produire quelque chose et tu as un investissement à faire. Tu as toujours les banques aujourd'hui. Et là, pour le coup, tu vas avoir besoin d'un business plan un peu plus costaud.
et le fait d'avoir prouvé que ton produit peut marcher, etc., c'est encore toujours la même chose. On en revient au MVP. C'est quelque chose de super important. Lever des fonds, on entend beaucoup. Alors, faut pas se leurrer. Il y a des gens qui ont un réseau et donc, à partir d'une idée et sans avoir rien fait, ils vont réussir à lever des dizaines de milliers d'euros, je dirais pas en claquant des doigts, mais presque. Ça, c'est pas la réalité de la majorité des gens, soyons clairs. Et autant vous avez des outils comme les plateformes comment ça s'appelle, de crowdfunding qui peuvent pas mal aider, parce qu'en gros, bah, que ce soit à travers un soutien juste sur une idée ou en faisant de la prévente, ça peut permettre de financer pas mal de choses. Et encore une fois, il faut avoir son MVP parce que sinon vous allez galérer. Quoi qu'il y en a qui ont vendu des choses et qui les ont jamais produites et qui ont fermé boutique avec les sous. Mais bon, ça c'est un peu plus discutable. Mais de manière générale, quel que soit votre interlocuteur, si vous montrez que bah, vous avez qu'il y a du solide derrière l'idée, que si vous pouvez montrer même un produit ou montrer que bah, votre service il peut marcher parce qu'il y a de la demande, ce sera beaucoup plus efficace. Donc, vous avez les banques, vous avez tout ce qui est crowdfunding, vous avez les investisseurs privés. Alors, tout ce qui est investisseurs publics, etc., les subventions, ça peut éventuellement marcher. Subvention, souvent, ça va être lié à une zone géographique, un département qui veut développer certains types d'activités. Vous avez des aides indirectes qui vont être, par exemple, vous allez vous installer dans une zone franche urbaine, ils peuvent vous faciliter les choses. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Je vous invite à aller sur le site BPI France. Je pense qu'au moins certains d'entre vous connaissent le nom. J'ai mis ça dans le chat. BPI France, c'est la Banque publique d'investissement. Et dessus, vous allez pouvoir trouver plein de programmes d'aide à destination des entreprises, voire à destination des porteurs de projets. Donc ça, ça peut être des sources d'infos assez importantes. Pour aller plus loin dans ta question, Arthur, bon, ça, c'était les différents interlocuteurs. Sur la manière de faire, il y a une seule bonne manière, c'est de bien préparer son dossier. Et quand je dis dossier, encore une fois, c'est pas passer 3 ans sur un business plan. Le business plan est nécessaire. Le business plan, on le rappelle, c'est en gros une étude de marché, des prévisionnels, c'est-à-dire, OK, je me projette sur 2-3 ans, sur bah, qu'est-ce que ça peut donner. Et là, il faut prendre en compte, bon, bah, si je suis sur un produit, c'est plus compliqué parce qu'il faut développer le produit, tout ça, tout ça. Si je suis sur un service, bon, bah, c'est dire, voilà, on va commencer à proposer notre service dans telles conditions tarifaires. Voilà un peu, on propose une prestation bah, d'assistance informatique à domicile. Ça prendra en moyenne 1 heure et on prévoit 5-6 clients par jour au début, et puis après on va augmenter, puis on aura besoin de tant de techniciens, etc., etc. Là, vous montez votre business plan, mais c'est pas pareil, c'est pas la peine d'aller sur 10 ans. Si vous donc là, c'est pour une entreprise, on va dire, plus classique. Si vous créez une start-up, considérez que, contrairement à l'entreprise classique, on s'attend pas à ce qu'une start-up gagne de l'argent dans les 3 premières années. Et s'il y a une erreur assez commune pour avoir vu passer pas mal de pitch, c'est bon ben voilà, on fait notre levée de fonds et dans 3 ans, on prévoit 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10 millions de bénéfices. Alors bon, les 100 millions, peut-être un peu exagéré, mais on prévoit 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 300 000 euros de bénéfices. Bah, écoutez, dans l'absolu, j'aurais tendance à dire déjà, si vous arrivez à l'équilibre, c'est pas mal. Et les investisseurs le savent. Ils savent très bien que quand on investit dans une startup, au début, bah, contrairement à ce que moi je faisais au début de mes activités, ça va cramer du cash et ça va pas être rentable tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un investissement avec un objectif qui est de scale up, c'est de se développer. Et donc forcément, bah, quand on veut se développer rapidement, on brûle du cash, c'est normal, et on n'est pas rentable. Regardez, hein, Uber, globalement, depuis le temps qu'on les connaît, ils gagnent toujours pas d'argent. Mais parce qu'ils sont dans une optique de scale-up qui est colossale, qui est au niveau mondial, et chaque jour, ils créent encore de nouvelles villes. Donc, travaillez bien votre projet, considérez que avant, on va dire, sur les
10 dernières années, c'était un petit peu plus facile de lever des fonds. Aujourd'hui, il y a encore pas mal d'argent à lever, mais les investisseurs demandent à ce qu'on leur montre patte blanche un petit peu plus qu'auparavant. Donc, préparez votre truc et testez-le. Testez-le. Ok. Je trouve mes questions. Bon, sinon, les participants, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas un petit truc là où vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir réponse à ma question. Moi, j'avais une question, sinon, en attendant, à part si... non. Alors, juste pour dire, il n'y a pas de mauvaise question. Hein. C'est les seules mauvaises questions, c'est celles qu'on ne pose pas. Donc, n'hésitez pas. Mais vas-y, Arthur, en attendant, je te laisse continuer. Est-ce que ton expérience dans l'entrepreneuriat t'a fait dire que c'était réservé, ce domaine est vraiment réservé à un type de personne, de personnalité, de tempérament? Euh, oui, je pense qu'il y a, on a chacun des appétences. Maintenant, comme je dis toujours, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas, enfin, on peut difficilement savoir. Après, si, il y a l'expérience. Enfin, quelqu'un qui aime pas du tout prendre de risques, quelqu'un qui, je sais pas, a envie d'avoir un job plutôt cool et pas se prendre la tête, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est pas idéal. Et c'est pas une critique. Hein. Un exemple que je donne souvent, c'est mon meilleur ami. Lui, son job, alors bon, il a fait une école, etc. Mais aujourd'hui, il bosse dans une grosse boîte. Son job, c'est alimentaire. Alors son job, il le fait bien, hein, il n'y a pas de souci. Sauf que lui, pendant la journée, il bosse, mais uniquement pour pouvoir aller faire du sport, aller se balader, faire le tour du monde, etc., etc. Donc oui, il y a des personnes qui sont faites intrinsèquement pour l'entrepreneuriat. Et je pense que là-dessus, moi, j'en fais clairement partie. Il y a des gens qui se révèlent entrepreneurs au fur et à mesure des expériences. Et il y a des personnes qui sont pas faites pour, et en général, elles se reconnaissent très bien. Moi, j'ai fait le tour de mes questions quasiment, puisqu'on a même parlé de la levée de fonds. Il y a peut-être un sujet sur la création d'une entreprise qui peut en intéresser quelqu'un. Au-delà de trouver une idée, souvent il y en a il y a des personnes qui disent voilà, j'ai pas trouvé mon équipe. Comment on trouve des associés pour créer sa boîte? Moi, j'ai créé ma première entreprise avec mon petit frère. Donc on va dire que entre guillemets, ça s'est un petit peu fait tout seul. Maintenant, la fin de l'histoire, ça va mieux maintenant. Hein, on ne s'est pas parlé pendant 3 ans, donc c'est pas forcément le cadre idéal. Trouver des associés, dans l'absolu, c'est pas la chose la plus compliquée. Il faut trouver des gens qui sont motivés par une idée et finalement, je dirais voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions. Quand on s'associe à un instant T, et souvent au début de l'histoire, le contexte n'est pas le même que 1, 2, 3, 4 ans après. Une question qu'il faut se poser assez rapidement, c'est OK, quels sont les objectifs de chacun? Et surtout, faire évoluer cette discussion. Parce que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ou après avoir essuyer les plâtres et rencontrer des difficultés, il peut y en avoir un dans l'équipe qui commence à se dire bon, en fait, ça commence à me saouler. J'ai des potes qui sont dans des grosses boîtes et qui sont tranquillous et qui vont faire leur week-end de ski en hiver. Moi, j'aimerais bien faire la même chose. Donc, il faut maintenir un échange aussi permanent que possible, mais aussi prendre le temps de la discussion. J'entends souvent des personnes me dire oui, mais en fait, on en parle au quotidien vu qu'on bosse ensemble. C'est aussi important de prendre le temps, une fois de temps en temps, de se mettre autour d'une table, avec une bière par exemple, pour l'apéro, et de dire OK, voilà où on en est, voilà où on veut aller. Maintenant, individuellement, quels sont les objectifs et les contraintes de chacun? Parce que moi, j'en ai vu pas mal qui ont volé en éclats parce que justement, voilà, il y en avait un qui avait perdu un petit peu
le mojo, qui était plus motivé. Et en fait, au lieu de s'intéresser à lui, les autres étaient toujours à fond en disant, mais vas-y, t'es moins motivé, bouge-toi, etc. Et c'est dommage parce qu'ils ont perdu une grosse compétence alors que finalement, ils avaient juste besoin d'être motivés. De la même manière, vous avez la question de, bon, bah voilà, on est en école de commerce, on a besoin d'un tech, comment on fait rentrer un tech? Bah, écoute, c'est simple, hein, si tu n'en as pas dans ton environnement qui adhère à ton idée, bah, faut trouver un moyen de l'embaucher. Et à partir de là, bah, lui proposer de rentrer au capital. Mais souvent, au niveau de la rentrée en capital, moi j'en ai vu pas mal dire, bah voilà, j'hésite. Bah, attends, notre boîte, on aimerait bien la valoriser à 2 millions d'euros. Donc si on lui file 1%, bah, c'est déjà 10 000 euros. C'est beaucoup, tout ça. La question fondamentale, c'est à quel point tu as besoin de la personne. Si tu as vraiment besoin du tech, par exemple, et que tu lui files même 5% de ta boîte, bah, t'es moyennement crédible, surtout si tu es au tout début et concrètement, tu n'as rien fait. Donc, si c'est vraiment quelqu'un dont tu as besoin, bah, et qu'il adhère au projet, bah, il faut lui filer 20, 25, 30%. Enfin, encore une fois, c'est une question d'à quel point tu crois en cette personne pour rejoindre le projet. Donc, voilà, pour la partie association, il y a beaucoup de sujets autour de ça. Le pacte d'associés, souvent, c'est quelque chose qui est remis à plus tard par beaucoup de personnes. Et dans la plupart des cas, en fait, c'est remis à jamais. Sauf que le jour où il y a un pépin et qu'on n'a pas de pacte d'associés, c'est très compliqué de s'en sortir. Donc ça, le pacte d'associés, surtout quand on est plusieurs à lancer un projet, c'est quelque chose qui se fait pas nécessairement avec un avocat, mais c'est quand même un petit peu mieux de voir ça, quitte à dépenser 500 ou 1500 balles, même si c'est beaucoup au début d'une aventure. Il y a pas mal d'avocats qui jouent le jeu et qui baissent très très fortement leurs tarifs au début, en sachant que voilà, s'il y a une levée de fonds, il y aura besoin d'eux, et là, et pour le coup, ils seront rémunérés. Voilà, Il y a une question de Maxime là qui dans le chat. Peut-on envisager la reprise plutôt que la création si on n'a pas l'idée? tout à fait. Bah écoute, la reprise d'entreprise, comme tu l'auras compris, c'est un sujet que je côtoie au quotidien. Alors, même si on accompagne plutôt les cédants. Euh, Encore une fois, enfin, t'as pas besoin d'avoir une idée, t'es peut-être pas là au tout début, Maxime, mais t'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire pour créer une boîte. Aujourd'hui, je te le dis tout de suite, hein, tu crées une boîte dans la plomberie, dans l'électricité, enfin dans le BTP, euh, c'est pas c'est pas une difficulté. Si tu fais bien le taf, tu auras largement du boulot. Et ça, il y a pas mal d'activités où le boulot, il est là, hein. Simplement, bah, tu as de moins en moins de personnes qui s'intéressent au sujet. Les bouchers, aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux de recruter. Par contre, il y a beaucoup de bouchers, pour peu qu'ils soient bien implantés, qui gagnent très très bien leur vie. Donc ça, c'est pour la partie création. Pour la partie reprendre une entreprise, bah, tout est possible. Ça nécessite par contre d'avoir beaucoup plus de fonds. Donc, généralement, ça nécessite de s'être construit une expérience dans des entreprises auparavant. Un étudiant, par exemple, qui dirait, tiens, ben moi, je veux pas créer, je veux reprendre, pour aller convaincre des investisseurs de t'accompagner dans la reprise d'entreprise, c'est compliqué. Par contre, quand tu as commencé à faire ta carrière, tu as fait 5, 10, 15 ans, peu importe, hein, il n'y a pas de règle. Si tu as montré que tu étais bon, là, derrière, tu pourras convaincre. Alors déjà, tu pourras avoir des fonds de ton côté, peut-être faire un petit pécule pour avoir un apport de base, et tu pourras aussi aller chercher des financements à travers des investisseurs privés enfin privés, des investisseurs personnes individuelles ou même certains fonds qui investissent dans les TPE et les PME. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais pour le coup, ça prendra plus de temps pour aller pour concrétiser en tout cas ton objectif de reprise. Et pour vous donner pour vous donner quelques chiffres, si je dis pas de bêtises, rien que sur l'Île-de-France, dans les 10 prochaines années, je crois qu'il doit y avoir à peu près 50 000 TPE et PME dont le dirigeant partira à la retraite. Donc ça fait du monde. Alors, parmi ces 50 000, tu dois en avoir un peu moins de la moitié
où c'est des dirigeants qui sont tout seuls ou avec un seul salarié. Et bon, c'est un petit peu plus compliqué à reprendre. Puis c'est pas forcément sur des profils école de commerce, c'est plutôt artisans, etc. Mais mine de rien, ça en laisse pas mal qui ont de 2 à 50 salariés et pour lesquels le dirigeant va partir en retraite. Donc, il va falloir soit un successeur, soit ils vont tout simplement fermer boutique. Donc, il y a à faire. Et en plus de ça, on est aujourd'hui dans un environnement qui fait que de plus en plus de gens, comme moi je l'ai fait, j'ai vendu les boîtes, j'avais quoi? J'avais 36 ans. J'en ai même, là, j'ai un client qui en a 28. Voilà, il a commencé à 24 ans, il a réussi à booster son truc. Alors après, il l'a pas vendu des millions d'euros non plus, hein, mais il avait une petite boîte qui faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires, ça tourne déjà pas mal, et il l'a revendu, et puis bon, il a investi dans les cryptos à côté, donc tant mieux pour lui, maintenant il profite bien, mais tout est possible. Par contre, la reprise d'entreprise, ça va nécessiter des fonds. Ça, c'est la difficulté. Voilà pour la question de, hop, je parlais Maxime. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a encore une dizaine de participants. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaiteriez aborder dans le cadre de l'environnement entrepreneurial? De mon côté, est-ce que j'aurais d'autres expériences à vous partager? Il y en a pas mal. Moi, pour vous donner un exemple là, sur l'activité que j'ai en cours, l'idée, le business en lui-même, il n'y a rien de révolutionnaire. On vend des entreprises. Bon, on va chercher des acquéreurs, on va préparer un mémorandum, etc., etc. Donc, on fait à peu près la même chose que les gros cabinets de M&A. Quand je dis à peu près, vous en doutez, hein, sur une petite boîte, une petite TPE, on n'a pas la même masse de travail. Pour vous donner des exemples, aujourd'hui, on a autant des menuiseries que là, on a quoi? On a une agence web, des micro-crèches, une entreprise dans la sécurité, le gardiennage, on a une entreprise de logiciels. Bref, on a des trucs assez variés. Très clairement, ce qui fait la différence, c'est que moi, j'ai regardé la concurrence au niveau de ces secteurs, au niveau de notre activité et surtout des entreprises auxquelles on s'adresse. La majorité des dirigeants de petits cabinets sont des personnes qui ont 60-65 ans. Donc, vous vous doutez que tout l'environnement IT, web, etc., c'est pas leur fort. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit? Vu que j'ai accompagné des startups, il y en a pas mal qui ont beaucoup travaillé le SEO, et je leur ai demandé leurs conseils pour optimiser cette partie-là. Et donc aujourd'hui, vous tapez session entreprise Paris ou Bordeaux, généralement on est en première page parce que on a travaillé cette différenciation avec nos concurrents. Aujourd'hui, on utilise des outils de CRM assez standards, mais j'ai embauché un dev pour qu'il nous développe notre plateforme de manière à être plus efficace. Là, c'est pareil, je connais pas beaucoup de petits cabinets qui font ça. C'est pas pour dire qu'on est meilleur ou autre chose, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de l'approche que moi j'ai eue, mais que j'espère être la bonne. En tout cas, pour l'instant, ça se présente bien. C'est de dire, OK, quel est le problème du marché et comment on peut répondre à ce besoin. La majorité des chefs d'entreprise aujourd'hui ne savent pas à qui s'adresser pour vendre leur boîte. On a un atout. Et qui est le plus près du chef d'entreprise au moment où il veut vendre sa boîte? Généralement, son expert comptable. Très bien. Ça veut dire qu'il faut que je parle aux experts comptables, que je me fasse connaître des experts comptables pour qu'ils sachent que PME Partner existe. Et généralement, c'est un peu comme l'idée du pressing dont je parlais tout à l'heure. C'est simplement se mettre à la place de son client et de se dire, OK, comment je vais faire pour répondre au mieux à son besoin? Comment je vais faire pour le toucher, mais différemment des autres? Un exemple tout bête, dans mon métier, vu que la plupart, je vous ai dit, ont une moyenne d'âge un peu plus élevée que la mienne, la majorité, en fait, ils envoient des courriers aux entreprises
et ils mettent le nom du dirigeant, parce que sur société.com ou sur Papers, on peut tout avoir, hein, c'est facile, on a l'adresse, on a le nom du dirigeant et on envoie un courrier. Bon, bah, vous doutez bien que si je fais la même chose que tous les autres, j'aurai pas forcément de meilleurs résultats. Par contre, bah, en utilisant les mailings, en utilisant LinkedIn, en utilisant d'autres outils à disposition, eh ben, j'arrive à les toucher. Et donc, ils auront peut-être pas besoin de nos services maintenant, mais je me dis que ce soit maintenant, dans 1 an ou dans 5 ans, s'ils nous ont vus sur différents médias, bah, c'est la meilleure façon de faire en sorte qu'ils se rappellent de nous. Et encore une fois, enfin, j'ai vraiment fait le tour de toutes les personnes que je connaissais qui pouvaient m'apporter quelque chose, ou au moins me donner leur avis, et je l'ai pris en compte. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours suivi ce qu'on m'a dit de faire, mais en tout cas, j'ai écouté attentivement. Alors, on a une question de Lorenzo. Même si les dirigeants de M&A sont âgés, les associés sont bien moins quand même. Vous n'avez pas peur de la concurrence? Non, la concurrence, déjà, c'est toujours une bonne chose. Après, ta raison est tout à fait pertinente et c'est quelque chose que je répète en permanence à mon équipe. Et tu dis sur Paris du moins, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de concurrence sur Paris. Maintenant, ce que je dis toujours à mes équipes, c'est qu'aujourd'hui, on a un petit avantage en termes de SEO, en termes d'optimisation, etc., etc. Mais c'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers. Cette avance qu'on a pris, non seulement il faut qu'on enfonce le clou en augmentant cette avance, et à minima, tâcher de conserver cette avance. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai embauché un développeur. Il n'est pas là que pour travailler sur le site Internet. Sa mission principale, c'est développer une base de données pour pouvoir optimiser nos outils. Et dès qu'il aura fini la base de données, on est sur une approche de plateforme et j'ose espérer que l'équipe de dev va pouvoir se développer parce qu'il faut aussi quand même avoir un petit peu de fond en face. Mais voilà, tout à fait Lorenzo. Si on se contente de lancer quelque chose et ensuite de dire je récolte les fruits, c'est pas suffisant. Il faut toujours tâcher de faire mieux, tout simplement, quel que soit l'environnement. Est-ce que vous pensez développer votre activité en boutique M&A sectorisée IT du coup? Non, pour une raison simple, c'est que notre business model, en tout cas tel que je le vois aujourd'hui, parce que si ça se trouve, je te dirais le contraire dans 1 an ou dans 2 ans, notre positionnement actuel, c'est sur les TPE et petites PME. Et se spécialiser, c'est se couper une grosse partie du marché. D'autant plus que, contrairement à ce qu'on peut penser, 90% des affaires qu'on a accompagnées avec succès jusque-là, on ne connaissait pas leur métier à la base. Notre métier, c'est justement d'ouvrir ses oreilles et ses chakras pour comprendre comment ça fonctionne. Mais notre métier, derrière, c'est de trouver des acquéreurs et de trouver une manière de les convaincre. Et pour ça, il faut connaître l'activité et s'intéresser à ça pour trouver les KPIs, etc., etc. Il faut se mettre à la place de l'acquéreur en se disant, OK, qu'est-ce qui va l'intéresser dans un business ou dans un autre? Et voilà. Et à partir de là, si tu te spécialises en IT, ça peut être un choix tout à fait pertinent. Mais dans ce cas-là, tu vas nécessairement aller vers des structures plus grosses. Et là, on va rentrer en concurrence avec des cabinets plus compétents, des cabinets qui vont avoir éventuellement plus d'antériorité dans l'environnement, et non pas qu'ils soient plus ou moins crédibles, mais en tout cas, on aura plus de concurrence. Là, aujourd'hui, la concurrence est plus sur un secteur élevé, enfin sur une taille de structure élevée. Sur les petites entreprises, très sincèrement, la concurrence, il y en a, mais pour l'avoir moi-même expérimenté, c'est plutôt des gens qui vont faire du fonds de commerce, voire même des gens qui ont fait de l'immobilier, qui se disent, tiens, après tout, j'ai vendu des appartements et des maisons, pourquoi pas des entreprises? Dans l'absolu, rien n'est impossible, mais souvent, ils se donnent pas les moyens pour faire ça sérieusement. Et c'est là où on fait, nous, la différence. Et pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les affaires sur lesquelles on travaille sont des entreprises qui ont une valorisation, c'est-à-dire un prix de vente qui va se situer entre 50 000 pour la plus petite qu'on ait vendue et 4 millions et demi pour la plus grosse.
même sur celle-ci, on était en concurrence avec des cabinets beaucoup plus gros. Et en fait, ils nous ont choisis. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un accompagnement aussi humain. Et en face de nous, les cabinets avaient une approche vraiment financière. On avait des consultants, alors ça, je reprends les dires du cédant, mais des consultants tirés à quatre épingles, mais qui s'intéressaient plus à l'entreprise qu'au chef d'entreprise. Sauf que moi, dans ma manière de voir les choses, ce qui m'intéresse, c'est d'abord le chef d'entreprise. Pourquoi? C'est lui que je dois convaincre. Et j'ai beau être expert en ce que je veux, si je le convainc pas que je suis la bonne personne, j'aurai pas le mandat. Donc, mon premier objectif, c'est de convaincre le chef d'entreprise. Et pour l'entreprise en tant que telle, derrière, mon job, ce sera de faire en sorte de la vendre. Mais ça, c'est le deuxième sujet. Voilà. J'espère, Lorenzo, avoir répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à la préciser. Alors, apparemment, c'est bon. Si vous avez d'autres questions, profitez-en. Alors, toujours Lorenzo. La M&A comme première expérience, c'est donc assez pertinent. Ça peut permettre de voir pas mal de choses. Tout ce qu'il faut, c'est tomber dans un cabinet sympa et qui s'intéresse qui forme les jeunes. Ça peut être bien, effectivement, pour cumuler des expériences assez différentes. Maintenant, il ne faut pas se leurrer et commencer dans une boutique M&A. Si tu vas dans des grosses boutiques, quand tu commences, c'est un peu comme dans l'audit. Tu vas faire les trucs un peu plus chiants et tu vas pas forcément. Si tu travailles sur des très gros deals, tu vas passer 6 mois, 9 mois, 12 mois sur une même affaire et pas forcément voir beaucoup de choses. Encore une fois, ça dépend de ce qui te plaît. Si tu as envie de commencer dans une grosse structure pour faire ça, pour reprendre une entreprise, c'est pas nécessairement la meilleure voie. Si c'est celle qui te convient, top. Et tu vois, commencer dans la M&A, je vais faire un parallèle avec mon expérience quand j'étais dans l'audit. J'ai fait donc 1 an d'audit pour commencer. Le plus intéressant, c'est pas ce que j'ai fait, c'est à chaque fois que j'en avais l'opportunité, j'allais voir tout simplement les seniors, les managers, voire même les associés. Alors, c'est pas toujours super accessible, mais dès que j'ai eu l'opportunité de discuter avec des gens qui me semblaient intéressants, j'y suis allé à fond, je leur ai posé des milliards de questions, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris. Lorenzo, tu indiques je suis là et je ne sais pas combien de temps y rester avant de lancer moi-même un projet. Moi, j'aurais tendance à dire, même chose. Autour de toi, tu vas avoir des collègues avec plus d'expérience que toi. Essaye d'en tirer le maximum. Essaye de leur demander des conseils, des avis sur comment déjà bien faire ton boulot et mieux le faire, mais aussi par rapport aux affaires que vous traitez, leur demander, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils auraient fait différemment, quelles sont selon eux les forces et les faiblesses de tel ou tel dossier. Sois curieux, tout simplement. Et après, combien de temps y rester avant de te lancer dans ton propre projet? Là, je te dirais, c'est toi qui va le ressentir. C'est considère une chose, c'est que par rapport à la création d'une entreprise, ce qui est bien, c'est que tu peux commencer à créer ta boîte en parallèle de ton boulot. Ça, c'est pas une difficulté. C'est juste que tu vas y passer beaucoup de soirs et beaucoup de week-ends. Mais finalement, ça coûte rien. Si c'est pour reprendre une entreprise, petit détail dont je n'ai pas parlé jusque-là, reprendre une entreprise, je vais vous donner un chiffre tout bête, sur 10 personnes qui souhaitent reprendre une entreprise, c'est-à-dire qui se sont mis dans la recherche d'une entreprise à racheter, il y en a une seule qui ira jusqu'au bout. Il y en a 2 qui vont créer leur entreprise. Donc, c'est-à-dire sur les 10,
il y en a 7 qui vont juste rêver à reprendre une entreprise, mais qui ne le feront jamais. Oubliez pas le socle de base. Évidemment, il faut de la motivation. 2, il faut un minimum de fonds. Et 3, il faut creuser la chose. Et moi, je sais que ça m'arrive parfois d'avoir des personnes. Alors, on peut être jeune et reprendre une entreprise, c'est pas la difficulté. Mais il y a des personnes jeunes ou moins jeunes qui se disent juste, j'ai envie de reprendre une entreprise. Alors tiens, je vais aller voir un peu les annonces qu'il y a sur Internet. Je vais répondre aux annonces. Sauf que quand je leur pose la question, mais concrètement, vous cherchez quoi? Enfin, je dis je, mais pour le coup, tout le monde fonctionne chez moi de la même manière. C'est OK. C'est concrètement, qu'est-ce que vous recherchez? Ah ouais, mais je suis ouvert à tout parce que, voilà, dans l'absolu, avec peu ou un petit peu d'expérience en entreprise, on se rend compte que quand on sort d'école de commerce, pour peu qu'on s'intéresse à tout, on peut gérer des boîtes dans plein de secteurs d'activité différentes. Mais maintenant, quand on reprend une entreprise, on va investir beaucoup de sous. C'est un peu plus risqué à ce niveau-là que créer une entreprise. Il faut savoir vers quoi on va. Si on est intéressé potentiellement partout, honnêtement, personne ne vous prendra au sérieux. Quelqu'un qui ne sait pas me dire, OK, dans quel secteur d'activité, il peut y en avoir plusieurs, mais ils veulent aller et pourquoi, c'est quelqu'un qui n'ira pas au bout de son projet. Pourquoi? Parce que sur les boîtes intéressantes, il y aura toujours quelqu'un de plus motivé qu'eux pour les racheter. Et ils passeront derrière. Voilà pour Lorenzo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Apparemment, on a répondu à Lorenzo. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en reste. Sinon, on a fait déjà un bon petit tour d'horizon, je pense. Et ça donne déjà une bonne idée de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et puis, c'est aussi très motivant, je trouve. Je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire ça. Carrément. Bon, en tout cas, sachez une chose, c'est que moi, j'ai eu la chance de pouvoir créer ma boîte assez rapidement après l'école. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous attire beaucoup, allez-y. Et vous pouvez commencer à bosser dans une startup. Vous gagnerez peut-être un peu moins, mais au moins, vous serez plongé assez tôt dans la vie d'une entreprise, dans le processus de création, et ça pourra vous donner des idées ou en tout cas des pistes. Lancez-vous. Maintenant, si vous le sentez pas, on peut devenir entrepreneur bien plus tard. Il n'y a pas de sujet. Dans tous les cas, soyez curieux, allez rencontrer des gens. Le réseau des anciens vraiment est super open. Je pourrais même pas vous dire le nombre de personnes avec qui j'ai échangé et je parle que de moi, c'est-à-dire qu'il y a tous mes collègues autour du club entrepreneur. Généralement, les chefs d'entreprise, si vous leur demandez gentiment, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, mais demandez gentiment, en plus en tant qu'étudiant, ils sont toujours ravis de faire part de leur expérience. Donc, allez-y. Et n'hésitez pas justement à vous rapprocher d'Arthur et de Nats en général pour prendre des infos sur Neoma Alumni, donc l'assaut des anciens. Même si c'est pas dans l'entrepreneuriat, vous allez pouvoir trouver pas mal de trucs. Et ouais, un dernier conseil ça c'est le bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vraiment, oubliez pas un truc, c'est que autant les anciens sont prêts à être super cool, mais vraiment, il y en a beaucoup qui donnent énormément de temps juste pour le plaisir d'échanger. Mais juste mettez les formes parce que si c'est en mode ouais salut, cherche un stage, tout ça, ou cherche un job, ça marche pas. Deuxième chose, quand on vous dit oui, envoyez une lettre de motivation, on sait très bien, la majorité d'entre vous vont me dire oui, mais moi je montrerai mieux ma motivation pendant un entretien. Oui, c'est vrai, mais en fait, la seule chose qu'on vous demande dans la lettre de motivation, vous pouvez avoir 90%, c'est du copier-coller. Vous avez juste besoin de dire pourquoi votre entreprise m'intéresse. Et rien que ça montre à la personne que vous avez en face de vous que vous êtes motivé par le poste. C'est tout. Ça vous prendra 2 minutes de plus et vous allez monter tellement haut par rapport aux autres candidats que vous allez gagner pas mal de place. Et moi, je peux vous dire que le nombre de fois où dans l'intitulé, il y a marqué envoyer la motivation et j'en reçois pas, c'est simple, ça passe direct à la trappe. Alors que ceux qui prennent le temps, mais quand je dis prendre le temps, encore une fois, c'est 2 minutes pour changer 2-3 trucs, montrer que vous êtes intéressé à l'entreprise.
ça change tout. Voilà. Donc, petit conseil pour que ça marche mieux, tant dans l'entrepreneuriat que pour trouver un job. Ok. Bah, je pense que du coup, on peut finir sur ça, si c'est bon pour toi aussi. Bon pour moi. Toute l'équipe de Nats te remercie d'avoir pu prendre le temps de nous expliquer tout ça et d'expliquer tout ça aux élèves présents, aux étudiants présents. Donc voilà, encore merci. Pour tous ceux qui sont motivés aussi, jeudi, on organise aussi une conférence, pareil, à 20 heures, avec quelqu'un qui nous parlera de l'écologie, de la place de l'international dans une carrière, mais aussi il nous donnera les conseils qu'il aurait aimé recevoir à notre âge. Donc il a préparé un petit truc, donc je pense que ça peut être sympa aussi. En tout cas, merci beaucoup encore Sébastien, et puis à très bientôt, j'espère. Bonne soirée à tous. Merci Arthur.